Ce matin-là, l'air de Valbelle était humide, un fin brouillard descendant lentement des pentes du Luberon. L'atmosphère du village, habituellement si paisible, semblait retenir un lourd secret. Au loin, le chant d'un coq répondait à un autre dans un écho prolongé, tandis que le clapotis de l'eau s'écoulant dans un ancien bassin d'irrigation résonnait en un rythme apaisant. Mais derrière cette tranquillité, un événement macabre attendait d'être révélé. Sur un sentier de terre qui reliait les vignobles au vieux bassin, un vigneron âgé du nom de Monsieur Dubois marchait lentement, un sécateur à la main et un panier en osier sous le bras. Il avait dépassé les 60 ans, ses cheveux étaient devenus blancs comme neige, mais sa passion pour ses vignes était restée intacte. Ce matin-là, il avait l'intention de vérifier les jeunes pousses après la pluie de la veille, une routine qu'il suivait depuis sa jeunesse. Pour Monsieur Dubois, le vignoble n'était pas seulement une source de revenus, c'était aussi le lieu où il déposait les espoirs pour l'avenir de ses enfants et petits-enfants. Ses pas s'arrêtèrent brusquement lorsque son regard se posa sur quelque chose qui flottait dans un coin du bassin. Au début, il pensa que ce n'était qu'un vieux sac de jute emporté par le léger courant. Mais plus il s'approchait, plus son corps se mit à trembler. De longs cheveux noirs s'étalaient à la surface de l'eau, collés par l'humidité, ondulant doucement avec les vaguelettes. Monsieur Dubois déglutit. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Alors qu'il n'était plus qu'à quelques mètres, le visage pâle d'une femme apparut distinctement. Ses yeux vides fixaient le ciel. Ses lèvres étaient bleues, inertes. Le sécateur tomba de la main de Monsieur Dubois, son cliquetis métallique se perdant dans le silence. Il recula de quelques pas, puis cria d'une voix rauque, pleine de terreur, « Mon Dieu, il y a un corps dans le bassin !» Sa voix résonna, brisant le calme matinal. Quelques agriculteurs travaillant dans les champs voisins tournèrent la tête et coururent en direction du cri. En quelques minutes, la nouvelle se répandit dans tout le village. Les habitants affluèrent, le visage blême. Certains se couvraient la bouche avec un mouchoir, d'autres éloignaient leurs enfants. Quelques-uns, plus audacieux, voulaient voir de plus près. Une vieille femme murmura en tremblant, « Sainte Vierge, qui est-ce » Un homme lui répondit d'un ton hésitant, « On dirait qu'elle n'est pas d'ici, peut-être une touriste. » La tension monta d'un cran lorsque quelques jeunes hommes tentèrent de ramener le corps sur la berge. Une fois le corps sorti de l'eau, tout le monde se tut. Les vêtements de la victime étaient en lambeaux. Il y avait des marques de strangulation sur son cou. Ses poignets étaient couverts d'ecchymoses, comme si elle avait été ligotée fermement. Peu de temps après, le maire, Monsieur Lefebvre, arriva en hâte, le visage paniqué. Son souffle était court malgré la fraîcheur du matin. « C'est vrai ? Il y a un corps ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Monsieur Dubois hocha faiblement la tête. « Oui, monsieur le maire. Nous venons de la sortir du bassin. » Lefebvre regarda le corps sans vie, puis déglutit. Il essaya de calmer les villageois, bien que ses yeux trahissent une peur évidente. « Personne ne touche plus à rien. Nous attendons la gendarmerie. Gardez votre calme, s'il vous plaît, gardez tous votre calme. » Mais ces paroles ressemblaient plus à un ordre dicté par l'anxiété qu'à l'autorité d'un leader. Des murmures et des suppositions commencèrent à circuler parmi la foule. C'est sûrement un meurtre. Peut-être quelqu'un de la ville qu'on a abandonné ici. Et s'il y avait un réseau criminel qui s'installait dans la région? Ces voix se mêlèrent en un tumulte angoissant. Les jeunes enfants se mirent à pleurer, effrayés. Les mères se serrèrent les unes contre les autres. Les hommes s'échangèrent des regards suspicieux. Valbelle, d'ordinaire si tranquille, était soudainement devenu le théâtre d'une panique collective. Bientôt, le son strident d'une sirène déchira l'air. 2 véhicules de la gendarmerie entrèrent dans le village. Des officiers en uniforme en descendirent rapidement, suivis d'un jeune inspecteur du nom de Laurent Dubois. D'un pas assuré, il s'approcha de la foule et dit d'une voix forte, « Tout le monde, veuillez reculer. Ceci est officiellement une scène de crime. Personne ne touche à quoi que ce soit. » Sa voix autoritaire fit reculer légèrement les villageois, bien que la tension restât palpable. L'inspecteur Dubois et son équipe commencèrent à examiner le corps. Ils prirent des photos, notèrent chaque détail, puis couvrirent le corps de la femme d'un drap noir. Un gendarme murmura à l'oreille de Dubois, « Inspecteur, il y a des marques de strangulation sur le cou. » Dubois hocha la tête, le visage grave, puis se tourna vers les villageois, l'air sombre. « Ce n'est pas une mort ordinaire. Il y a clairement eu violence. » Ces mots laissèrent plusieurs habitants stupéfaits. Certains se couvrirent la bouche. Une femme faillit s'évanouir. Monsieur Dubois, le vigneron, était toujours là, figé. Ses yeux vides fixaient l'eau du bassin, qui lui semblait maintenant étrangère. « Pourquoi dans mon bassin » murmura-t-il.
Le maire Lefebvre, qui se tenait derrière la foule, était livide. Il essuya son front moite de sueur froide. Son cœur était en proie à une angoisse plus profonde que la simple peur de voir un cadavre. Il sentait que cet événement n'était pas une coïncidence. C'était comme si un passé qu'il avait tenté d'oublier revenait lui demander des comptes. Pendant ce temps, l'inspecteur Dubois se tourna vers Lefebvre et dit fermement : « Monsieur le maire, veuillez rassembler tous les habitants à la mairie cet après-midi. Nous devons vérifier si quelqu'un reconnaît la victime. » Lefebvre acquiesça rapidement, son visage devenant encore plus pâle. « Bien sûr, inspecteur, bien sûr. » L'atmosphère n'avait pas encore eu le temps de se détendre lorsqu'un villageois poussa un cri hystérique en pointant du doigt une autre partie du bassin. « Mon Dieu, il y en a une autre. » Tous les regards se tournèrent vers le côté sud du bassin. Le corps d'une autre femme émergeait lentement. Ses cheveux s'étalaient à la surface de l'eau. La foule sombra dans le chaos. Certains hurlaient, d'autres tombaient à genoux. D'autres encore s'enfuyaient en pleurant. L'inspecteur Dubois donna immédiatement des ordres. Sécuriser l'autre côté du bassin. Il faut savoir combien elles sont. Ce jour-là, Valbelle perdit officiellement sa tranquillité. Du vieux bassin d'irrigation, qui avait longtemps été une source de vie pour les vignes, émergeait maintenant cadavre après cadavre, sans fin. Personne ne connaissait encore le nombre final. Mais tout le monde comprit que c'était le début d'un sombre mystère qui allait secouer Aix-en-Provence et toute la région. Cet après-midi-là, la mairie de Valbelle était bondée. La chaleur étouffante rendait l'air irrespirable, aggravé par l'anxiété qui enveloppait chaque personne présente. Les chaises en bois ne suffisaient pas. Beaucoup restaient debout, serrés les uns contre les autres. D'autres étaient assis par terre sur des nattes. Des murmures de panique fusaient de chaque coin de la pièce. Les visages étaient tendus, sans un sourire. C'était comme si l'ombre de la mort s'était collée au mur de la mairie. À l'avant de la salle, l'inspecteur Dubois se tenait droit. Son visage était sérieux, son regard balayant chaque personne présente. À ses côtés, le maire Lefebvre paraissait agité. Son front était toujours humide de sueur. Malgré le ventilateur en bambou qui tournait bruyamment au plafond, la chaleur restait suffocante. Lefebvre tenta un sourire, mais il était crispé, ressemblant plus à de la peur qu'à la sérénité d'un dirigeant. Dubois leva la main pour demander le silence. Sa voix forte emplit la salle. « Habitants de Valbelle, ce matin, nous n'avons pas trouvé un, mais plus de 2 corps dans le bassin. Et d'après les rapports de mon équipe, le nombre de victimes risque encore d'augmenter. » La salle devint soudainement bruyante. Des cris étouffés se mêlèrent à des sanglots. Une femme pleurait bruyamment, le visage caché dans son foulard, comme si elle imaginait que l'une des victimes pouvait être un membre de sa famille. « Du calme, s'il vous plaît. » s'écria Dubois en élevant encore plus la voix. « Nous avons besoin de votre coopération. Si quelqu'un reconnaît une des victimes ou a vu des inconnus suspects, signalez-le immédiatement. » Le maire Lefebvre tenta d'intervenir d'une voix rauque. « Chers concitoyens, nous devons rester unis. Ne vous laissez pas emporter par les rumeurs, laissez la gendarmerie faire son travail. » Mais ces mots sonnaient creux, incapables de calmer les esprits, ajoutant plutôt au doute général. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'un gendarme entra précipitamment. Le visage pâle, le souffle court, il murmura quelque chose à l'oreille de Dubois. Cependant, une partie de l'assemblée put entendre. « Inspecteur, il y en a d'autres. 5 corps supplémentaires ont été trouvés du côté sud du bassin. » L'atmosphère explosa. Plusieurs personnes se levèrent d'un bond. Certaines hurlèrent de terreur. « 5 de plus, mon Dieu !» cria un homme d'une voix étranglée. Dubois ferma les yeux un instant, puis se tourna à nouveau vers la foule. « Je demande à tout le monde de s'éloigner du bassin. Personne ne s'approche. Laissez notre équipe travailler. » Mais la nouvelle s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. En un rien de temps, Valbelle fut envahie par une marée humaine. Des journalistes de chaînes nationales arrivèrent avec leurs grosses caméras. Des véhicules de gendarmerie supplémentaires s'alignèrent sur la petite route du village, habituellement si calme. Les sirènes retentirent presque toute la journée, donnant au village des allures de zone sinistrée. Les radios dans les maisons diffusaient les dernières nouvelles en continu. Flash info, 46 corps de femmes ont été retrouvés flottant dans un bassin d'irrigation près d'Aix-en-Provence. La voix du journaliste, sortant des haut-parleurs, glaçait le sang des habitants. Dans les foyers, la peur grandissait. Les parents interdisaient à leurs filles de sortir. Les petits commerces fermaient plus tôt. Les rues, normalement animées en fin d'après-midi, se vidèrent, comme si le village était mort. Les gens préféraient rester enfermés,
ne jetant qu'un œil par la fenêtre. Pour eux, le bassin, autrefois symbole de prospérité pour les vignes, était devenu la source de leur malheur. Au milieu de cette panique, une jeune femme marchait nonchalamment dans une rue du village. Cheveux noirs et longs, silhouette élancée, elle était impeccablement vêtue d'un blazer bleu, un porte-documents contenant des brochures de voitures de luxe à la main. Elle sourit aimablement en saluant une femme qui se tenait devant sa maison. « Bonjour, madame. Si vous envisagez d'acheter un véhicule, nous avons actuellement des promotions sur les financements. » Sa voix était douce, comme si rien d'anormal ne se passait dans le village. La femme la regarda, confuse, puis secoua rapidement la tête. « Non, madame. Ce n'est vraiment pas le moment de parler de voiture. » Éléonore Mercier esquissa un léger sourire. Son regard parcourut brièvement le village en proie à la panique. Puis elle s'éloigna d'un pas léger. Mais derrière ce sourire se cachait quelque chose d'indéchiffrable. Son regard était perçant, comme si elle calculait quelque chose dans son esprit. Personne n'aurait pu imaginer que cette belle femme, à l'apparence si ordinaire, portait en réalité un sombre secret. Pour les habitants de Valbelle, elle n'était qu'une représentante automobile. Mais pour elle-même, ce village était la scène où se jouait une histoire de vengeance. Pendant ce temps, à la mairie, l'inspecteur Dubois avait convoqué le maire Lefebvre dans un petit bureau pour un entretien privé. « Monsieur le maire, soyons honnêtes, cette affaire n'est pas simple. 46 corps de femmes, ce n'est pas quelque chose que l'on peut prendre à la légère. Votre village pourrait être le théâtre du plus grand crime que j'ai jamais eu à traiter. » Lefebvre baissa la tête, les mains tremblantes. « Je ne sais rien, inspecteur. Ce village est habituellement si calme. » Dubois le fixa intensément. « C'est étrange. Pourtant, plusieurs victimes ont été vues dans les environs il y a quelque temps. Cela signifie qu'elles avaient une raison de venir à Valbelle. Nous enquêtons là-dessus. Si vous avez la moindre information sur des étrangers ou des groupes suspects qui seraient venus au village, dites-le nous immédiatement. » Lefebvre déglutit. Des images sombres de son passé commencèrent à remonter à la surface. La coopérative agricole qu'il avait fondée avec quelques autres, les promesses mielleuses qu'il avait semées et qui s'étaient transformées en escroqueries, les gens qui avaient perdu leur argent et n'avaient jamais obtenu de réponse. Mais il se retint, n'osant pas tout révéler. « Non, inspecteur, à ma connaissance, il n'y a rien eu de tel. » Dubois soupira longuement. « Très bien. Mais si je trouve des preuves du contraire, je reviendrai vous poser la question. » La conversation laissa une atmosphère pesante. Lefebvre sortit du bureau le visage livide, tandis que Dubois était de plus en plus convaincu que quelque chose était dissimulé dans ce village. En fin d'après-midi, l'équipe de police avait réussi à sortir tous les corps de l'eau. Le bilan final s'élevait à 46 corps de femmes. Elles ne se connaissaient pas, mais un schéma flou se dessinait. La plupart avaient entre 20 et 40 ans. Leurs corps présentaient des traces de violences cruelles avant d'être jetés dans le bassin. Valbelle, le village paisible, était officiellement devenu le lieu d'un massacre mystérieux. Les habitants se regroupaient devant leurs maisons, certains n'osant que jeter un œil par la fenêtre. La peur était si dense, surtout après avoir appris le nombre effroyable de victimes. Au milieu de cette atmosphère, Éléonore Mercier était assise, détendue, à la terrasse en plastique d'un petit café. Elle sirotait une boisson chaude en ouvrant son porte-documents rempli de brochures. Un léger sourire ornait ses lèvres. Son calme détonnait et attira les regards étonnés de quelques villageois. Comment, au milieu d'une telle tragédie, quelqu'un pouvait-il encore être assez serein pour proposer ses marchandises? Mais pour Éléonore, ce café n'était qu'une brève halte. Son esprit était occupé par la liste des noms qu'elle devait affronter ensuite. Cette nuit-là, l'air de Valbelle semblait lourd. Un brouillard fin descendit plus tôt que d'habitude, recouvrant les rues désertes du village. Seules les lampes à huile de quelques maisons osaient percer l'obscurité. Les habitants refusaient de sortir, préférant s'enfermer avec leurs familles. Le chant des criquets s'entendait à peine à travers les buissons, comme s'ils ressentaient eux aussi la peur qui se propageait de maison en maison. Au poste de commandement temporaire installé à la mairie, l'inspecteur Dubois était assis, fixant un grand tableau blanc couvert de notes. Les photos des victimes étaient soigneusement épinglées à intervalles réguliers. Sous chaque photo était inscrit le nom, l'âge, l'adresse et la date de la dernière fois où elles avaient été vues. Des lignes rouges reliaient une photo à une autre, formant un motif encore flou. La gendarme Sophie Moreau se tenait à ses côtés, tenant un dossier contenant les dépositions des témoins. « Inspecteur, nous avons un nouveau témoignage », dit Sophie d'une voix basse. 3 des dernières victimes ont été vues en train de parler avec une femme. Les habitants l'appellent la représentante automobile. Son nom est Éléonore Mercier.
Dubois haussa un sourcil, puis hocha lentement la tête. J'ai également trouvé une brochure de voiture dans le sac de l'une des victimes. Il y avait un numéro de téléphone. Mais après vérification, le numéro appartient bien à une concession officielle. Légalement, elle est donc bien une vendeuse. Mais pourquoi tant de victimes sont-elles liées à elle? La question flotta dans l'air, tandis que Dubois tapotait la table avec ses doigts, le front plissé, en fixant le tableau. Est-il possible qu'elle les ait approchés intentionnellement? Dubois ne répondit pas tout de suite. Il prit une profonde inspiration. Mon instinct me le dit, mais nous avons besoin de preuves, pas seulement de suppositions. Sophie acquiesça, bien que son visage trahisse encore le doute. Au fond d'elle, elle sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange chez cette femme nommée Éléonore. Pendant ce temps, dans une petite maison de location à la lisière du village, Éléonore était assise seule devant une simple table en bois. Son blazer bleu était soigneusement plié sur une chaise. Son visage, sans maquillage, paraissait pâle, mais ses yeux brillaient d'une lueur intense. Sur la table était ouverte une vieille boîte en bois contenant des papiers jaunis, des reçus et des reconnaissances de dettes. Sa main trembla en touchant une vieille lettre au nom de sa mère, Isabelle Mercier. Une larme coula sur sa joue, mais elle l'essuya rageusement. « Maman, ils vont tous payer, » murmura-t-elle. Ses souvenirs la ramenèrent en arrière. Elle n'était qu'une adolescente lorsque la coopérative agricole, dirigée par Lefebvre et son groupe, avait commencé à vendre du rêve. Il promettait des profits énormes aux villageois qui accepteraient d'épargner et d'investir. Sa mère, Isabelle, y avait cru de tout son cœur. Toutes ses économies y passèrent, elle s'endetta même pour investir davantage. « Crois-moi, c'est pour ton avenir, ma chérie », lui avait dit sa mère. Mais ce ne fut pas la prospérité qui arriva, mais un désastre. Quelques mois plus tard, la coopérative fit faillite subitement. Tout l'argent avait disparu. Les dirigeants s'étaient volatilisés. Les dettes s'accumulaient. La pression des voisins devenait insupportable. Jusqu'à cette nuit où Isabelle Mercier choisit de mettre fin à ses jours avec une corde. Cette nuit-là, le monde d'Éléonore s'effondra. Depuis cette nuit funeste, Éléonore s'était juré que sa vie ne serait consacrée qu'à une seule chose, la vengeance. Elle étudia avec acharnement, organisa sa vie, fit de sa beauté une arme et de sa parole un piège, jusqu'à ce qu'elle soit engagée comme représentante pour des voitures de luxe. Ce travail lui offrait la liberté de se déplacer et l'occasion d'approcher ses cibles. Les brochures de voitures n'étaient qu'un masque. Ce qu'elle portait vraiment, c'était une liste de péchés. Dans son carnet, une série de noms était écrits avec soin. Certains étaient déjà barrés à l'encre rouge. C'étaient les victimes qui flottaient maintenant dans le bassin. Ses yeux s'arrêtèrent sur un nom, Madame Fournier. Elle était la trésorière de la coopérative à l'époque. Une femme douée pour la parole, mais aussi rusée. C'est elle qui avait collecté les versements des villageois, y compris ceux de sa mère. Madame Fournier était même considérée comme une amie par Isabelle. Éléonore serra les dents en fixant ce nom. « Ton tour est proche », murmura-t-elle avec un regard glacial. De l'autre côté du village, la maison de Madame Fournier était encore éclairée. Cette femme d'âge moyen était occupée à préparer le dîner. Son visage commençait à se rider, mais son arrogance n'avait pas changé. Elle se considérait toujours plus intelligente que les autres. Son mari était paralysé par la maladie, ses enfants ne venaient que rarement, mais Madame Fournier ne regrettait jamais vraiment son passé. Pour elle, ce qu'elle avait fait n'était qu'une affaire qui avait mal tourné. Si la coopérative avait réussi, tout le monde m'aurait félicité, se disait-elle souvent. Alors que la nuit tombait, Madame Fournier ouvrit la porte pour balayer le perron. Une voiture noire s'arrêta devant sa maison. Une belle femme en sortit avec un sourire amical. « Tiens, ça fait longtemps. » La salua Madame Fournier d'une voix forte. « Tu es toujours vendeuse de voitures ?» Éléonore sourit chaleureusement, comme si elle ne nourrissait aucune rancune. « Oui, madame. Je passais par là, alors je me suis arrêtée. Sait-on jamais, peut-être avez-vous besoin d'une nouvelle voiture. » Elles discutèrent un bon moment. De l'extérieur, la rencontre semblait banale. Mais derrière le sourire d'Éléonore, il y avait un regard plein de haine que Madame Fournier ne pouvait pas voir. Éléonore savait que ce n'était pas encore le moment. Elle voulait d'abord faire goûter à Madame Fournier la peur, lui faire sentir l'ombre de la mort qui la guettait. Cette nuit-là, l'inspecteur Dubois reçut un nouveau rapport. Un habitant avait signalé qu'une voiture noire s'arrêtait souvent près de la maison de Madame Fournier. Dubois nota le numéro de plaque et la reconnut immédiatement. « C'est la voiture d'Éléonore Mercier », dit-il doucement. Son esprit était de plus en plus assailli de questions.
Était-ce une simple coïncidence, ou faisait-elle partie du fil rouge qui lui manquait jusqu'à présent? Dubois regarda le tableau rempli de photos. Lentement, il commença à réaliser que le motif se resserrait. La nuit à Valbelle était si silencieuse que seul le chant des criquets dans les buissons s'entendait en écho. Dans la petite maison qu'elle louait, Éléonore Mercier était assise devant sa table, éclairée par la lueur vacillante d'une lampe à huile. Son visage était sérieux, son regard fixé sur un carnet noir. Elle tourna les pages une par une, ses doigts s'arrêtant sur le nom de Madame Fournier. À côté du nom, elle dessina une fine croix, comme pour marquer que le moment était presque venu. Éléonore ouvrit ensuite le tiroir de la table et en sortit une enveloppe blanche. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de vieux reçus de la coopérative agricole. En bas de chaque reçu, la signature de Madame Fournier, en tant que trésorière ayant reçu les fonds, était clairement visible. Elle esquissa un léger sourire puis glissa l'enveloppe dans un sac en plastique transparent. « Demain matin, je déposerai ça devant sa porte, » murmura-t-elle. Pour Éléonore, la peur était la première punition, avant que la mort ne vienne. Elle voulait que Madame Fournier ressente ce que c'était que d'être hantée par le passé, tout comme sa mère avait été hantée par les dettes et la pression jusqu'à choisir la mort. Le lendemain matin, Madame Fournier se leva plus tôt que d'habitude. L'air était encore froid, la rosée perlait sur les feuilles dans son jardin. Les yeux gonflés, elle ouvrit la porte avec l'intention de balayer. Mais son regard fut attiré par un sac en plastique posé sur le sol. Elle le ramassa d'une main tremblante. En voyant son contenu, ses jambes flageolèrent. À l'intérieur, il y avait de vieux reçus avec sa propre signature. Madame Fournier porta la main à sa bouche pour étouffer un cri. Comment est-ce possible? Sa voix tremblait. Son visage devint livide. Elle referma précipitamment la porte et cacha le sac en plastique dans un tiroir. Mais la peur s'était déjà installée dans son cœur. Les jours suivants, Madame Fournier ne put trouver le sommeil. Chaque ombre dans un coin de la maison lui donnait l'impression que quelqu'un l'observait. Le bruit du vent la nuit ressemblait à des chuchotements. Elle croyait entendre des pas dehors, mais quand elle regardait, il n'y avait personne. Son mari, paralysé, ne pouvait que la regarder, sans comprendre ce qui se passait. Madame Fournier commençait à perdre son sang-froid. Son visage était pâle, ses yeux cernés, et ses gestes étaient agités. Elle n'osait pas en parler à ses voisins, de peur que la honte de son passé ne soit révélée. Pendant ce temps, l'inspecteur Dubois devenait de plus en plus suspicieux. D'après les rapports de surveillance, la voiture noire d'Éléonore avait été vue à plusieurs reprises non loin de la maison de Madame Fournier. Le schéma était trop évident. Les victimes étaient toujours vues avec Éléonore avant d'être retrouvées flottant dans le bassin. Mais sans preuve tangible, il ne pouvait l'accuser. Cette nuit-là, Dubois décida de charger 2 de ses agents de surveiller la maison de Madame Fournier. « Attendons de voir son prochain mouvement », dit Dubois à voix basse en regardant une carte du village parsemée de cercles rouges. Dans sa maison de location, Éléonore se préparait à passer à l'étape suivante. Elle enfila un long manteau noir, dissimulant son beau visage derrière un foulard léger. Dans sa main, elle tenait une petite boîte contenant un vieux collier. Le collier de sa mère, que Madame Fournier avait autrefois emprunté et jamais rendu. Cette nuit-là, elle se dirigea lentement vers la maison de Madame Fournier. Les rues étaient désertes, seul le bruit de la pluie fine tombant des toits des maisons se faisait entendre. Chacun de ses pas était calme, mais derrière ce calme, son cœur battait à tout rompre. Cette nuit, elle voulait montrer que le passé n'était jamais vraiment mort. Madame Fournier, agitée à l'intérieur, entendit frapper doucement à la porte. Elle sursauta, le souffle court. D'une main tremblante, elle entr'ouvrit la porte. Personne. Seulement une petite boîte posée sur le sol. Madame Fournier la ramassa avec précaution. En l'ouvrant, ses yeux s'écarquillèrent. Ce collier. Elle se souvenait très bien de ce collier, il appartenait à Isabelle Mercier, son amie d'autrefois. Elle avait forcé Isabelle à le lui donner en garantie pour un versement à la coopérative, et ne l'avait jamais rendu. Le corps de Madame Fournier se mit à trembler violemment. C'est impossible, elle ne peut pas savoir. Ses larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Pour la première fois de sa vie, Madame Fournier sentit la mort si proche. De loin, Éléonore observait depuis l'obscurité. Elle vit comment Madame Fournier s'effondra sur le sol, serrant la boîte en pleurant. Un sourire froid se dessina sur les lèvres d'Éléonore. Voir cette peur était pour elle une satisfaction. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, ses pas s'arrêtèrent. Une voix grave se fit entendre derrière elle. Éléonore Mercier. Elle se retourna lentement. Devant elle se tenait l'inspecteur Dubois,
accompagné d'un jeune gendarme nommé Fajar. Le regard de Dubois était perçant, plein de suspicion. Fajar tenait une lampe de poche allumée. Éléonore garda son calme et sourit, bien que son cœur batte la chamade. Tiens, quelle coïncidence, inspecteur. Je ne faisais que passer, je voulais juste rendre une petite visite. Qu'y a-t-il? Sa voix était douce, presque sans faille. Dubois la fixa intensément. Une coïncidence? Ou était-ce intentionnel? Éléonore ne répondit pas. Elle se contenta d'un sourire énigmatique, puis s'éloigna d'un pas léger. Dubois soupira longuement. Dans son fort intérieur, il savait que ce n'était pas une coïncidence. Cette femme cachait un lourd secret. À partir de cette nuit, il se jura de découvrir la vérité, quel qu'en soit le risque. À l'intérieur de la maison, Madame Fournier était toujours assise, le visage livide. Ses mains serraient le vieux collier. Elle se souvint du passé, quand elle avait ri au nez d'Isabelle qui la suppliait de lui rendre le collier, un héritage de son mari. Si tu veux récupérer ce collier, investis davantage, lui avait dit Madame Fournier à l'époque. Maintenant, ces mots la frappaient de plein fouet. Le passé qu'elle croyait enterré la ramenait vers l'ombre de la mort. Ce matin-là, une fine brume enveloppait encore Valbelle. Les oiseaux ne chantaient pas, comme s'ils partageaient l'anxiété qui flottait dans l'air. Dans sa maison en bois, Madame Fournier était assise, perdue dans ses pensées, sur une vieille chaise. Son visage était blême, ses yeux rouges d'une nuit sans sommeil. Sur ses genoux reposait la petite boîte contenant le collier de feu Isabelle Mercier. Sa main tremblait chaque fois qu'elle touchait l'objet, comme si celui-ci portait une malédiction du passé. Madame Fournier se tourna vers son mari, alité sur un lit de bambou. L'homme, paralysé depuis longtemps, ne pouvait que la regarder avec des yeux vides. « J'ai peur », murmura-t-elle, la voix brisée. Ses larmes coulèrent. Elle sentait que quelqu'un l'observait, la hantait chaque nuit. Chaque grincement de porte, chaque coup de vent sur le toit lui semblait être le murmure d'Isabelle venue réclamer son dû. Cette voix semblait dire « Les vieilles dettes ne sont pas payées ». De l'autre côté du village, Éléonore se préparait avec une perfection étudiée. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, un blazer blanc épousait sa silhouette avec élégance. Un léger sourire ornait son visage. Mais dans le petit sac qu'elle portait, il n'y avait pas que des brochures de voiture, mais aussi le carnet noir rempli de noms. Elle savait que le temps d'approcher Madame Fournier était proche. Elle voulait la détruire lentement avant qu'elle ne rencontre sa fin. Pendant ce temps, au poste de gendarmerie, l'inspecteur Dubois fixait le tableau d'enquête avec un regard de plus en plus perçant. Les lignes rouges qu'il avait tracées formaient un motif de plus en plus clair. Presque toutes les victimes avaient un lien avec l'ancienne coopérative gérée par le village. Le nom de Madame Fournier, trésorière de la coopérative, apparaissait à plusieurs reprises dans les archives. Dubois tapota la table avec son doigt, le visage soucieux. À côté de lui, la gendarme Sophie Moreau le regardait sérieusement. « Inspecteur, il semble que tous les fils mènent à Éléonore. Mais nous n'avons toujours pas de preuves solides. » Dubois hocha lentement la tête. « C'est vrai, Sophie. Nous ne pouvons pas l'accuser sans fondement. Mais je suis convaincu qu'elle n'est pas une simple vendeuse de voitures. Elle a un lien direct avec le passé de la coopérative. Nous devons la surveiller de plus près. » Sophie nota l'instruction dans son carnet. En son fort intérieur, elle ressentait aussi quelque chose de différent à propos d'Éléonore. Il y avait une blessure dans les yeux de cette femme, une blessure que seule une personne ayant subi une grande perte pouvait avoir. Dans l'après-midi, Éléonore retourna chez Madame Fournier sous un prétexte simple. Elle frappa à la porte et attendit patiemment. Madame Fournier, toujours en proie à la peur, ouvrit la porte d'une main tremblante. En voyant le sourire aimable d'Éléonore, son corps se raidit encore plus. « Bonsoir, madame. Je passais par là. Voici la dernière brochure de nos modèles. Peut-être que votre fils a besoin d'un véhicule pour son entreprise. » La voix d'Éléonore était douce, son regard direct et calme. Madame Fournier déglutit et accepta la brochure d'une main tremblante. « Merci. Je vais y jeter un œil, dit-elle d'une voix faible. Éléonore observa le visage pâle de Madame Fournier, puis se pencha légèrement. « Vous avez l'air fatiguée. Y a-t-il quelque chose qui vous préoccupe ?» Cette question laissa Madame Fournier sans voix. Son cœur battait à tout rompre. Une sueur froide perla sur ses tempes. Elle voulait crier qu'elle savait qu'Éléonore la hantait, mais sa langue était paralysée. Éléonore sourit énigmatiquement, puis murmura très doucement « Le passé ne disparaît jamais vraiment, madame. Il revient toujours. » Madame Fournier sursauta, le visage livide.
Mais Éléonore prit poliment congé, la laissant encore sous le choc. Cette nuit-là, Madame Fournier ne put dormir. Des sanglots étouffés résonnaient à ses oreilles. L'ombre d'Isabelle apparaissait dans chaque coin de la maison. Elle sentait la porte grincer sans qu'il y ait de vent, entendait des pas alors que la cour était vide. Elle se mit à crier hystériquement. « Va-t'en! Ne me dérange plus !» Ces cris furent entendus par les voisins, qui se précipitèrent chez elle. Plusieurs personnes trouvèrent Madame Fournier assise par terre, le visage inondé de larmes, serrant le vieux collier. Ne sachant que dire, ils appelèrent la gendarmerie. L'inspecteur Dubois et Sophie arrivèrent rapidement. Ils trouvèrent Madame Fournier dans un état de confusion, le regard vide. « Madame Fournier, que s'est-il passé ?» demanda Dubois d'une voix calme. Madame Fournier se tourna vers lui, le regard hagard. « Elle est venue. Elle sait tout. » Dubois fronça les sourcils. « De qui parlez-vous » Madame Fournier ne répondit pas, se contentant de pleurer bruyamment. Sophie remarqua une table en bois dans un coin de la pièce. Sur celle-ci, une brochure de voiture avec une petite note manuscrite. « La vie exige parfois de payer les vieilles dettes. » Sophie frissonna en lisant cette phrase. Elle regarda Dubois avec un visage sérieux. « Ce n'est pas une coïncidence, inspecteur. Éléonore a laissé une trace. » Dubois prit la brochure, son visage se durcit. Il réalisa que ce jeu ne pouvait plus durer. Madame Fournier était maintenant une victime de terreur, et non plus une simple témoin. La police renforça la surveillance autour de sa maison, tandis que Dubois décida de convoquer Éléonore au poste pour un nouvel interrogatoire. « On verra si son sourire reste le même quand elle saura que nous nous rapprochons, » murmura-t-il avec un regard perçant. Dans sa maison de location, Éléonore était assise seule, marquant un autre nom sur sa liste noire. Son visage était froid, son sourire à peine perceptible. Madame Fournier n'était pas encore finie, mais l'ombre de la peur commençait déjà à déchirer son cœur. Éléonore se sentait satisfaite. Même si elle savait que la police la soupçonnait de plus en plus, elle regarda le ciel nocturne par sa petite fenêtre. Les étoiles scintillaient. Mais pour Éléonore, ce n'était pas une lueur d'espoir. C'étaient simplement les témoins silencieux du long chemin de vengeance qu'elle avait choisi. La nuit s'avançait et dans le village habituellement calme, l'ombre de la mort continuait de planer, attendant le moment de frapper à nouveau. Cette nuit-là, l'atmosphère à la gendarmerie de Valbelle était tendue. La lumière crue des néons éclairait la pièce. Les tables étaient couvertes de dossiers et de photos de victimes. L'inspecteur Dubois était assis, le visage grave, tandis que la gendarme Sophie Moreau rédigeait un rapport. L'air était lourd, comme si la pièce contenait le poids de secrets non encore révélés. À 22 heures, la porte s'ouvrit. Éléonore Mercier entra d'un pas élégant. Elle portait un chemisier blanc simple associé à une jupe noire aux genoux. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés. Son visage arborait un sourire calme. « Bonsoir, messieurs les gendarmes. Puis-je vous aider ?» Sa voix douce charma momentanément quelques agents présents dans la pièce, mais pas Dubois. Son regard était perçant, empreint de méfiance. « Asseyez-vous, Madame Mercier, » dit-il d'un ton neutre. Éléonore s'assit calmement, croisa les jambes et posa son petit sac sur ses genoux. Elle fixa Dubois droit dans les yeux, sans la moindre trace de peur. « Madame Mercier, nous avons des rapports indiquant que plusieurs des dernières victimes ont été vues avec vous. Pouvez-vous nous expliquer cela ?» Éléonore sourit doucement. « Ah, c'est probablement à cause de mon travail, inspecteur. Je me déplace souvent pour proposer des voitures. Si quelqu'un est intéressé, bien sûr, je discute avec lui. Mais en ce qui concerne ces horribles événements, je ne sais absolument rien. » Sa réponse semblait plausible, son ton était sincère. Même certains gendarmes présents hochèrent la tête, la considérant comme une simple victime des circonstances. Mais Dubois n'était pas si facile à convaincre. Il la fixa longuement, observant chaque mouvement de ses lèvres, chaque éclat dans ses yeux. Aucun signe d'agitation, aucune nervosité. Cette femme était trop calme, comme si elle était habituée à faire face à ce genre de questions. Intérieurement, Dubois se dit, elle n'est pas ordinaire. Sophie, assise à côté de Dubois, observait également. En tant que femme, elle sentait quelque chose de différent chez Éléonore. Son sourire était trop doux, son regard trop froid. Sophie nota chaque mot prononcé, mais son esprit ne cessait de se demander, est-elle vraiment une simple vendeuse de voitures, ou cache-t-elle une vieille blessure? Il y a quelque chose dans ses yeux qui ne peut être feint, quelque chose entre la tristesse et la haine. Après quelques questions, Dubois ferma le dossier devant lui. « Bien, Madame Mercier.
Merci d'avoir pris le temps. Pour l'instant, vous pouvez rentrer chez vous, mais ne vous éloignez pas du village. Nous pourrions avoir besoin de vous à nouveau. Éléonore sourit poliment, se leva, inclina légèrement la tête en signe de respect, puis sortit d'un pas léger. Mais en passant la porte, Dubois aperçut un sourire énigmatique sur son visage. Un sourire différent du précédent, plus proche d'une satisfaction dissimulée. Dehors, Éléonore s'arrêta un instant, regardant en direction du bassin, maintenant étroitement gardé par la police. Les projecteurs faisaient scintiller la surface de l'eau. Mais derrière cet éclat, elle voyait les ombres des visages des victimes déjà rayées de sa liste. Pas encore tous. Il en reste qui doivent payer leurs péchés, murmura-t-elle. Puis elle s'éloigna dans la nuit. Sophie, qui sortit quelques minutes plus tard, vit la silhouette d'Éléonore au loin. La femme semblait sereine, comme si elle venait de participer à une simple réunion. Sophie serra son carnet. « Mon instinct me dit qu'elle n'est pas qu'une vendeuse », murmura-t-elle. Mais elle ressentait aussi autre chose, une sorte de pitié. Si Éléonore nourrissait vraiment une vengeance, il devait y avoir une raison profonde derrière tout cela. Pendant ce temps, Dubois retourna à son tableau d'enquête. Il ajouta une petite note à côté du nom d'Éléonore Mercier, suspectée d'être liée aux 3 dernières victimes. Il traça une ligne rouge reliant la photo d'Éléonore à celle des victimes. Le motif devenait de plus en plus clair. Mais ce qui le troublait n'était pas seulement le lien, mais le mobile. Si Éléonore était bien la coupable, quelle était la raison derrière tout cela? Il était convaincu que la réponse se trouvait dans le passé du village, dans l'ancienne coopérative qui revenait maintenant les hanter. La nuit s'avançait. Dans sa maison de location, Éléonore ouvrit à nouveau la vieille boîte en bois. Elle tenait une lettre au nom de sa mère. Des souvenirs amers l'assaillirent. Les pleurs de sa mère, les menaces des voisins, la nuit où elle avait trouvé le corps de sa mère pendu dans sa chambre. Ses larmes coulèrent, mais elle les essuya rapidement. « Maman, j'ai presque fini. Ils ressentiront tous la douleur que tu as endurée, » murmura-t-elle d'une voix brisée. Au poste de gendarmerie, Sophie regardait par la fenêtre, le visage sombre. Elle se souvenait des yeux d'Éléonore, brillant de larmes malgré son sourire. Quelque chose la troublait. « Inspecteur » murmura-t-elle à Dubois. Et si, en réalité, elle était aussi une victime? Dubois se tourna vivement. « Ne te laisse pas emporter par la pitié, Sophie. Si elle est coupable, elle a tué des dizaines de personnes. Ce n'est pas rien. » Sophie baissa la tête, mais son cœur restait lourd. Elle savait que la loi devait être appliquée, mais elle savait aussi qu'une blessure profonde pouvait transformer quelqu'un en monstre. En son fort intérieur, elle sentait que cette affaire n'était pas seulement criminelle, mais qu'elle concernait une vengeance née d'une vieille injustice. Cette nuit-là, Valbel devint encore plus silencieux. Les maisons étaient fermées à double tour. Seul le bruit du vent soufflant à travers les arbres se faisait entendre. Mais derrière ce silence, un combat commençait à se dessiner. Un combat entre la vengeance personnelle et la loi, entre un passé que l'on voulait oublier et un passé qui réclamait justice. Et au centre de tout cela se tenait une femme nommée Éléonore Mercier, dont le sourire cachait un secret plus sombre que quiconque ne pouvait l'imaginer. La pluie tombait en fines gouttes, mouillant les rues de Valbel cette nuit-là. Les lampadaires clignotaient faiblement, tandis que l'air devenait de plus en plus froid, glacial. Dans la modeste maison de fonction, le maire Lefebvre était assis à son bureau, le visage agité. Devant lui s'empilaient des lettres et des rapports, mais son esprit était ailleurs. Depuis que la gendarmerie avait commencé à enquêter sur l'affaire du bassin, son nom avait été mentionné à plusieurs reprises. Il savait que l'ancienne coopérative qu'il avait fondée avec quelques habitants pouvait lui attirer de gros ennuis. Lefebvre passa une main sur son visage moite de sueur. Malgré le ventilateur qui tournait à plein régime au-dessus de sa tête, il avait chaud. « S'il trouve vraiment des preuves, je suis fini », murmura-t-il. Il se souvint du passé, quand lui et quelques autres avaient incité les villageois à déposer leur argent avec la promesse de gros profits. À l'époque, il se sentait intelligent, capable de changer le destin du village. Mais en réalité, la coopérative avait fait faillite, laissant derrière elle de nombreuses blessures. Maintenant, ces blessures revenaient le hanter, bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Dehors, une silhouette noire se tenait derrière un arbre. Éléonore Mercier regardait la maison du maire avec des yeux froids. Dans sa main, elle tenait un carnet en cuir marron rempli de noms. Elle ouvrit la dernière page où il ne restait plus qu'un seul nom, non encore barré d'un trait épais. Le nom était écrit à l'encre noire, Lefebvre. Les lèvres d'Éléonore se courbèrent en un léger sourire. Plus qu'un. Après ça, tout sera terminé, murmura-t-elle,
sa voix presque couverte par le bruit de la pluie. Au poste de gendarmerie, l'inspecteur Dubois étudiait à nouveau les archives de l'ancienne coopérative, trouvées dans un entrepôt de la mairie. Les papiers avaient jauni, mais les signatures et les notes étaient encore lisibles. Les noms des administrateurs y figuraient, y compris celui de Madame Fournier en tant que trésorière. Et en haut de la liste, la signature du jeune maire de l'époque, Lefebvre. Dubois tapota la table avec son doigt. Donc, le maire n'était pas seulement au courant, il a aussi cofondé la coopérative, murmura-t-il. Sophie, assise à côté de lui, fut surprise. Alors, les victimes n'ont pas été choisies au hasard, mais toutes celles qui étaient impliquées dans cette coopérative. Dubois hocha lentement la tête. Et maintenant, il ne reste qu'un dernier nom, Lefebvre. La nuit s'avançait. Éléonore s'approcha lentement de la maison du maire. Ses vêtements noirs la faisaient se fondre dans l'obscurité. Dans sa main, elle tenait une petite boîte contenant une vieille photo de sa mère, Isabelle Mercier, tenant une reconnaissance de dette de la coopérative. Elle voulait laisser cette boîte devant la porte du maire, comme un message de mort. Chacun de ses pas était assuré, comme si plus rien ne pouvait l'arrêter. Mais elle ne savait pas que, de loin, une paire d'yeux la surveillait attentivement. La gendarme Sophie Moreau, chargée de la surveiller cette nuit-là, retint son souffle, cachée derrière un arbre. Elle voyait clairement la direction que prenait la femme, la maison du maire. « Mon instinct me dit que c'est le moment », se dit-elle. À l'intérieur, Lefebvre entendit des pas sur sa terrasse. Son cœur battit la chamade. Prudemment, il entr'ouvrit la porte. Personne. Seulement une petite boîte posée sur le sol. Sa main trembla en la ramassant. En l'ouvrant, ses yeux s'écarquillèrent. La photo d'Isabelle Mercier était à l'intérieur, le visage sombre, tenant la reconnaissance de dette avec la propre signature de Lefebvre en bas. Le corps du maire flageola. Elle sait tout. Sa voix se brisa, ses genoux peinant à le soutenir. Éléonore, de loin, observait sa réaction avec un regard froid. Elle se sentait satisfaite, mais ce n'était pas assez. Elle voulait plus que de la peur. Elle voulait voir Lefebvre implorer son pardon, comme sa mère l'avait fait autrefois. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, une voix ferme se fit entendre derrière elle. « Éléonore, arrêtez !» Éléonore se retourna. Sophie se tenait là, le visage tendu, son pistolet pointé vers le sol en guise d'avertissement. « Arrêtez ce jeu. Si vous continuez, c'est vous qui finirez derrière les barreaux. » Éléonore ne fit qu'esquisser un sourire énigmatique. « Tu ne devrais pas comprendre, Sophie. Tu es une femme. Tu sais ce que c'est que d'être traitée injustement. Ils ont poussé ma mère à la mort sans que personne ne s'en soucie. Je ne fais que recouvrer une vieille dette. » Sophie déglutit. Ces mots la touchèrent. Elle pouvait en effet ressentir une partie de la blessure qu'Éléonore portait. Mais elle savait aussi que tuer n'était pas la solution. D'une voix basse mais ferme, elle dit « Si vous faites ça, vous ne valez pas mieux qu'eux. » Éléonore resta silencieuse un instant, les yeux brillants, mais son regard redevint dur en se tournant vers la maison du maire. « Non. Il doit le sentir. Il est le principal responsable, » murmura-t-elle froidement. Sophie fit un pas en avant, le cœur battant à tout rompre. Elle réalisait que cette confrontation pouvait se terminer tragiquement. Mais elle savait aussi que c'était peut-être la seule chance d'arrêter Éléonore avant qu'il ne soit trop tard. La pluie redoubla, le vent soufflait fort. À l'intérieur, Lefebvre était assis, faible, serrant la photo. Dehors, deux femmes se faisaient face. L'une portait la vengeance, l'autre la loi. Cette nuit-là, Valbelle fut le témoin du début d'un combat bien plus grand, un combat entre la justice obscure et la lumière fragile de la loi. La pluie s'abattait sur Valbelle avec fureur. Les rues étaient transformées en torrents de boue. L'air froid était mordant. Devant la maison du maire, deux silhouettes de femmes se faisaient face sous la faible lueur d'un lampadaire. Éléonore Mercier, dans son long manteau noir, le visage trempé par la pluie, son regard acéré abritant une vengeance implacable. Face à elle, la gendarme Sophie Moreau se tenait droite, son pistolet à la main, essayant de maîtriser le léger tremblement de ses doigts. La tension était suspendue dans l'air, comme si même la pluie attendait de voir ce qui allait se passer. Éléonore esquissa un sourire énigmatique, son regard perçant. « Tu penses pouvoir m'arrêter, Sophie ? Tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec une blessure qui ne guérit jamais. Ma mère n'est pas morte de maladie, mais parce qu'ils l'ont détruite. Fournier, Lefebvre, et tous ceux qui ont trompé les gens avec cette coopérative pourrie, ils nous ont volé notre vie puis ont continué à vivre tranquillement comme si de rien n'était. Je ne fais que reprendre ce qui a été perdu.
Sa voix se brisa sous l'averse, mais elle était pleine de conviction. Sophie secoua rapidement la tête. Je ne connais pas une blessure aussi profonde que la tienne, Éléonore. Mais je sais une chose, tuer ne ramènera pas ta mère. Tuer ne fera qu'ajouter de nouvelles blessures. Regarde autour de toi. Combien de familles ont perdu une fille, une mère, une sœur à cause de tes actes? Elles n'étaient pas coupables, mais elles sont devenues des victimes. Ta bouche parle de justice, mais tes mains ne portent que du sang. Ces mots furent prononcés d'une voix tremblante, mais pleine de courage. Éléonore éclata d'un rire amer. La justice dont tu parles n'appartient qu'à ceux qui ont de l'argent et du pouvoir. La loi n'a jamais été du côté des petites gens comme ma mère. Quand la coopérative a fait faillite, des gendarmes sont venus. Ils connaissaient les noms des coupables, mais personne n'a été arrêté. Tout a disparu comme par magie. Alors, à qui devrais-je faire confiance, Sophie? Ta loi est trop lente. Je ne peux plus attendre. Ce n'est qu'avec mes propres mains que toutes les dettes pourront être payées. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, le maire Lefebvre était assis, tremblant, serrant la vieille photo d'Isabelle Mercier. Sa respiration était haletante, son visage livide. Il entendait clairement la conversation à l'extérieur et son cœur était rempli d'une peur indicible. Il savait que tôt ou tard, cette vengeance se tournerait contre lui. Il voulait crier à l'aide, mais sa langue était paralysée, son corps faible. Le bruit de la pluie couvrait son courage. Il ne pouvait que pleurer doucement, espérant un miracle. Sophie fit un pas vers Éléonore. Ses yeux la fixaient intensément, essayant de percer le mur de haine que cette femme avait construit. Éléonore, écoute-moi. Je suis une femme, moi aussi. Je sais à quel point la perte peut être douloureuse. Mais crois-moi, la loi n'est pas toujours aveugle. L'inspecteur Dubois a déjà trouvé des preuves solides de l'implication du maire dans la coopérative. Si tu patientes juste un peu, il tombera de lui-même. Ne salis plus tes mains. Ces mots étaient murmurés, mais pleins de sincérité. Éléonore se tourna vers Sophie, les yeux brillants. La pluie se mêlait à ses larmes. Un instant, son visage parut fragile, comme celui d'une enfant perdue. Mais l'image de sa mère revint aussitôt. La nuit où elle avait trouvé son corps suspendu. Le regard vide qui n'avait jamais quitté sa mémoire. Éléonore serra plus fort la petite boîte contenant la photo de sa mère. Non, Sophie. Ma mère n'a pas eu le temps d'attendre la justice. Elle est morte dans l'humiliation sans que personne ne s'en soucie. Je ne peux pas les laisser vivre en paix. Ce soir, je vais tout finir. Sophie sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait que ces mots avaient presque atteint le cœur d'Éléonore, mais la vieille blessure était trop profonde. Elle devait prendre une mesure plus audacieuse. D'une voix ferme, elle s'écria, « Si tu continues, tu ne seras plus la fille d'une victime. Tu ne seras qu'une meurtrière cruelle. Il n'y aura plus de différence entre toi et eux. Est-ce cela que tu veux, Éléonore ?» Cette question sembla figer l'air un instant. La pluie continuait de tomber à verse, mais l'atmosphère était glaciale. Soudain, des bruits de pas se firent entendre au loin. L'inspecteur Dubois apparut avec 2 autres gendarmes, courant sous la pluie. « Éléonore, ça suffit. Posez cette boîte et suivez-nous au poste. » La voix de Dubois était ferme, mais contenait aussi une pointe de pitié. Éléonore se retourna, les yeux flamboyants. « Alors, vous voilà enfin, monsieur l'inspecteur. Vous voulez m'arrêter? Alors que des gens comme ce maire peuvent vivre en liberté pendant des années? Vous pensez que je vais me rendre si facilement ?» Dubois la fixa intensément. « Je ne défends pas votre mère, Éléonore. S'il est coupable, la loi le rattrapera. Mais votre méthode est mauvaise, vous êtes allé trop loin. » La tension atteignit son comble. Éléonore se tenait droite, le visage plein de colère et de douleur. Sophie la regardait, le cœur battant. Dubois se préparait à toute éventualité. Le maire Lefebvre, de l'intérieur, paniquait de plus en plus. Il essaya de se lever, mais ses genoux étaient faibles. Il savait que cette nuit pourrait être la fin de sa vie. La pluie battante couvrait ses sanglots, mais l'ombre de ses péchés passés le hantait de plus en plus. Devant la maison du maire, la lumière du lampadaire éclairait le visage trempé d'Éléonore. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec un regard perçant. « Ce soir, il y aura une fin, » murmura-t-elle. Tout le monde retint son souffle. Le combat entre la vengeance personnelle et la loi venait d'atteindre son apogée, et personne ne savait qui allait l'emporter. Valbelle assistait, dans le froid de la pluie, à la manière dont un vieux secret entraînait tout le monde dans le même abîme.
L'air nocturne de Valbelle semblait s'être arrêté de tourner. La pluie tombait toujours à verse, les lampadaires clignotaient faiblement, et tous les regards étaient fixés sur Éléonore Mercier, debout, droite, devant la maison du maire. Son visage était trempé, ses cheveux collés à ses joues, mais son regard restait perçant. Dans sa main, la petite boîte contenant la photo de sa mère, symbole de la vengeance qu'elle portait. Autour d'elle, l'inspecteur Dubois, la gendarme Sophie Moreau et 2 autres gendarmes se tenaient prêts, vigilants. De derrière la porte de la maison, le maire Lefebvre ne pouvait que trembler, serrant la vieille photo qui lui rappelait ses péchés passés. Éléonore avança lentement. Sa voix était basse, mais audible malgré le bruit de la pluie. Ma mère est morte à cause de la coopérative pourrie que tu dirigeais, Lefebvre. Tout l'argent a disparu, tous les espoirs ont été anéantis. Je l'ai trouvée pendue, seule, sans que personne ne l'aide. Pendant que toi, tu vivais bien, assis sur ton fauteuil de mère comme si de rien n'était. Ce soir, tu vas payer. Ces mots résonnèrent, transperçant le cœur de tous ceux qui les entendaient. Dubois leva la main, essayant de la calmer. Éléonore, écoutez-moi. Je sais que vous êtes blessée. Je sais que cette blessure est réelle. Mais votre méthode est mauvaise. Tuer ne ramènera pas votre mère. La loi rattrapera Lefebvre. Les preuves sont suffisantes. Croyez-moi. Cette fois, il ne pourra pas s'échapper. Sa voix était ferme, mais pleine d'empathie. Il voulait percer la forteresse de vengeance qui enveloppait le cœur d'Éléonore. Mais elle éclata d'un rire amer, mêlé de larmes. Votre loi est trop lente, monsieur l'inspecteur. Ma mère n'a pas eu le temps de voir la justice. Elle est morte dans l'humiliation. Pendant que ceux qui l'ont spoliée riaient. Vous ne comprenez pas? Personne ne comprend. Sophie fit un pas en avant, son pistolet levé. Son visage était tendu, mais ses yeux étaient doux. Éléonore, je suis une femme comme toi. Je peux ressentir une partie de ta douleur. Mais si tu le tues ce soir, tu ne seras plus une fille qui réclame vengeance pour sa mère. Tu ne seras qu'une meurtrière aussi cruelle qu'eux. Ces mots furent prononcés doucement, mais avec force. Éléonore resta silencieuse un instant. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sophie et, en un éclair, son visage devint fragile. Ses larmes se mêlèrent à la pluie. Mais lorsqu'elle se tourna à nouveau vers la maison du maire, l'ombre de sa mère revint. Cette nuit-là, le corps de sa mère pendu, son visage pâle, ses yeux vides. Éléonore serra plus fort la boîte. Non, Sophie, je ne peux pas m'arrêter maintenant. Cette vengeance est la seule raison pour laquelle j'ai survécu. Si je m'arrête, toute la douleur de ma mère aura été vaine. La tension atteignit son paroxysme lorsque la porte de la maison s'entr'ouvrit. Le maire Lefebvre apparut, son corps tremblant, son visage livide, sa voix rauque de peur. Éléonore, je suis désolée. J'ai eu tort. Je ne peux pas ramener votre mère, mais je n'ai jamais eu l'intention de la faire mourir. Ce n'était qu'une affaire qui a mal tourné. Ces mots firent serrer les poings à Dubois. Il savait que Lefebvre essayait de se cacher derrière des excuses, alors que les preuves montraient qu'il était le principal instigateur. Mais pour Éléonore, ces paroles ne furent que de l'huile sur le feu. Une affaire qui a mal tourné? Tu appelles la mort de ma mère une affaire qui a mal tourné? Cria Éléonore, sa voix se brisant sous la pluie. Elle se précipita vers la porte, le regard plein de fureur. Sophie retint son souffle et cria, Éléonore, non. Elle arma son pistolet, prête si la situation dégénérait. Dubois s'avança également, la main tendue. Tous savaient qu'un faux mouvement pouvait finir dans le sang. Éléonore était maintenant devant le maire. Elle laissa tomber la petite boîte. Puis, de son sac, elle sortit un petit couteau brillant. La lumière du lampadaire se refléta sur sa lame aiguisée. Lefebvre poussa un cri hystérique et recula de quelques pas. Je vous en prie, ne me tuez pas. J'ai eu tort, mais j'ai encore une famille. Ne faites pas ça. Sa voix était faible, pleine de terreur. Mais pour Éléonore, ces mots n'étaient qu'un écho vide. Elle se tourna vers Sophie et Dubois. Vous n'avez jamais été là pour les petites gens comme ma mère. Alors ce soir, je vais faire justice de mes propres mains. En un éclair, Éléonore leva son couteau. Tout le monde cria presque en même temps. Sophie appuya sur la détente. Le son d'une détonation déchira la nuit. PAN. Le couteau fut projeté de la main d'Éléonore et tomba sur le sol boueux. Elle recula en chancelant, son épaule en sang. Son visage était stupéfait, ses yeux brillants de larmes. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé finir? Cria-t-elle, désespérée. Sophie se précipita, repoussa le couteau du pied,
puis menotta les mains inertes d'Éléonore. Dubois s'avança, posant une main sur l'épaule de Sophie en signe de soutien. La respiration de tous était haletante. La tension retomba lentement. Éléonore s'assit par terre, le sang se mêlant à la pluie. Ses larmes coulaient abondamment. Personne ne comprend. Ma mère est morte dans la honte. Pendant qu'il vivait sans aucun remords. Je voulais juste refermer cette blessure. Sa voix était brisée de chagrin. Sophie s'accroupit devant elle, les yeux brillants. Je comprends ta douleur, Éléonore. Mais tuer n'a jamais été un remède. Tu n'aurais fait que créer de nouvelles blessures. Ces mots étaient murmurés, mais ils transpercèrent le cœur d'Éléonore. Pour la première fois, elle se tut, son visage dévasté par les larmes. Le maire Lefebvre était toujours assis sur le seuil, son corps tremblant, son visage livide. Il venait d'échapper à la mort, mais la peur qui restait était bien plus destructrice. Dubois le fixa intensément. Monsieur le maire, les péchés du passé ne peuvent être dissimulés éternellement. Cette fois, la loi vous rattrapera, tôt ou tard. Ces mots firent baisser la tête à Lefebvre, qui n'osa pas le regarder. Cette nuit-là, Valbelle fut témoin. La vengeance et la loi s'étaient finalement rencontrées sous une pluie battante. Personne n'avait vraiment gagné. Il ne restait que des blessures, une vérité qui commençait à émerger, et la grande question de savoir si la justice pouvait vraiment être rendue. La salle d'interrogatoire de la gendarmerie de Cavaillon était étouffante cette nuit-là. Une lumière de néon blanche pendait bas, éclairant une table en bois usé. Éléonore Mercier était assise, les mains menottées. Son épaule était pansée après que la balle de Sophie Moreau eût traversé sa chair. Son visage était pâle, mais son regard restait perçant. Aucune peur, seulement une fatigue mêlée d'une amertume difficile à cacher. En face d'elle, l'inspecteur Dubois était assis avec un épais dossier contenant les photos des victimes et les documents de l'ancienne coopérative. Il ouvrit le dossier lentement, fixant Éléonore sans ciller. 46 femmes sont mortes, Éléonore. Toutes les preuves mènent à vous. Sa voix était neutre, sans émotion. Éléonore baissa les yeux un instant, puis esquissa un léger sourire. Bien. Cela signifie que votre enquête n'a pas été vaine. Sa réponse surprit quelques jeunes agents qui observaient derrière la vitre sans teint. Ils murmurèrent, n'arrivant pas à croire que cette femme élégante puisse avouer si calmement. Dubois tapota la table avec son doigt. Réalisez-vous ce que vous avez fait? Ce n'est pas un simple cas de meurtre. C'est le plus grand massacre en série que Valbelle ait jamais connu. Si vous continuez à vous taire sous prétexte de vengeance, la loi ne sera pas de votre côté. Éléonore releva la tête, ses yeux brillants. Je n'ai jamais attendu que la loi soit de mon côté. La loi est trop occupée à protéger des gens comme Lefebvre. Regardez, pendant des années, il a pu vivre confortablement après avoir escroqué les villageois avec sa coopérative. Ma mère est morte, aucun gendarme ne s'en est soucié. Alors, pourquoi devrais-je me soucier de la loi maintenant? Derrière la vitre, Sophie observait, le visage sombre. Chaque mot sortant de la bouche d'Éléonore sonnait, comme une blessure jamais guérie. Sophie serra les poings. Elle a tort, mais mon cœur me dit qu'elle est aussi une victime, murmura-t-elle. Un collègue se tourna vivement. Si tu as pitié d'elle, pense aux victimes qu'elle a tuées. Elles aussi avaient une famille. Sophie se tut, la poitrine serrée, mais ses yeux continuaient de regarder Éléonore avec compassion. Dubois sortit une autre feuille, un document usé. Voici les archives de la coopérative Prospérité partagée. Le nom de votre mère, Isabelle Mercier, y figure comme l'un des membres. Vous avez raison, elle a été trompée. Mais dites-moi, est-ce que tuer ces femmes vous a soulagé? La question frappa Éléonore. Elle serra les dents et répondit à voix basse, pas soulagée, mais c'était nécessaire. Ces mots laissèrent la pièce silencieuse. Tout le monde pouvait sentir le désespoir qu'elle portait. Soudain, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit. 2 agents firent entrer le maire Lefebvre. Le visage pâle, des gouttes de sueur froide perlant sur ses tempes, il s'assit sur la chaise d'en face, essayant d'éviter le regard d'Éléonore. Mais les yeux de celle-ci s'enflammèrent aussitôt. Tu es le premier à avoir invité ma mère à investir. Tu as dit que c'était la solution pour sortir de la pauvreté. Tu as promis des profits énormes. Alors que tu savais que tout cela n'était qu'une arnaque. C'est toi le cerveau, Lefebvre. La voix d'Éléonore était brisée, pleine de haine. Lefebvre baissa la tête, son corps tremblant. C'était il y a longtemps. Juste un malentendu. Je n'ai jamais eu l'intention d'escroquer qui que ce soit. C'était la faute des autres administrateurs.
Je n'ai fait que suivre. Sa voix était faible, une défense pathétique. Dubois ferma le dossier avec un bruit sec qui fit sursauter tout le monde. Assez. Les faits sont les faits. Il y a des dizaines de victimes de meurtres dans le bassin, et il y a des archives de la coopérative avec votre nom dessus. Ce sont deux affaires distinctes, mais liées. Nous allons enquêter sur tout cela jusqu'au bout. Lefebvre se tut, le visage livide. Il réalisait que le piège s'était refermé sur lui. Éléonore eut un petit rire amer. Regardez, finalement, il va tomber lui aussi. Mais c'est dommage, c'est moi qui suis considérée comme la criminelle ici. Alors que je n'ai fait que ce que la loi n'a jamais fait. Sophie, qui écoutait derrière la vitre, sentit sa poitrine se serrer encore plus. Les mots d'Éléonore étaient comme un fouet. Elle savait que cette femme avait tort, mais elle savait aussi qu'il y avait une vérité amère derrière ses paroles. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Dubois décida de mettre fin à la session. Éléonore fut reconduite dans sa cellule, tandis que Lefebvre fut placé en garde à vue pour un interrogatoire plus approfondi. Dans le couloir, Sophie marcha aux côtés d'Éléonore. Pour la première fois, elles se parlaient sans une arme entre elles. « Je ne te déteste pas, Éléonore. Je déteste seulement la voie que tu as choisie. Si seulement tu avais voulu croire en la justice, dit Sophie, sa voix douce mais sincère. Éléonore se tourna, ses yeux rougis, un sourire énigmatique. J'y ai cru autrefois, Sophie. Mais la justice n'a jamais été là pour les petites gens comme nous. Alors, j'ai créé ma propre justice. Sophie se tut. Elle ne pouvait pas la contredire. Elle ne pouvait que marcher à ses côtés, retenant un mélange de pitié et de déception. Cette nuit-là, à la gendarmerie, deux choses étaient claires. Éléonore Mercier était officiellement désignée comme suspecte principale dans une série de meurtres. Le maire Lefebvre commençait à être entraîné dans l'enquête sur la coopérative frauduleuse qu'il avait si longtemps cachée. Mais une grande question restait en suspens. La justice serait-elle vraiment rendue, ou cette affaire se terminerait-elle par un compromis, comme par le passé? La pluie s'abattait sur Valbelle cette nuit-là. Les rues étaient désertes. Les lampadaires clignotaient faiblement dans la brume. Dans la cellule de la gendarmerie, Éléonore Mercier était assise dans un coin, les yeux vides fixant les barreaux, son esprit semblant flotter loin. Depuis le dernier interrogatoire, elle ne se rebellait plus. Plus de cris, plus de mépris pour la loi. Il ne restait qu'un silence suspect. L'inspecteur Dubois était toujours dans son bureau. La pile de dossiers de l'ancienne coopérative gisait sur sa table. Il lisait attentivement, les sourcils froncés. Plus il approfondissait, plus la piste de l'argent menait clairement au compte personnel du maire Lefebvre. Des dizaines de milliers d'euros avaient été détournés, lentement mais sûrement. C'était la preuve irréfutable qu'il était bien le principal cerveau de l'escroquerie. Dubois soupira longuement. Alors, Éléonore n'avait pas entièrement tort. Elle a juste choisi la mauvaise voie, murmura-t-il. Pendant ce temps, la gendarme Sophie Moreau, de service cette nuit-là, se sentait agitée. Son instinct lui disait que quelque chose allait se passer. Elle s'approcha de la zone de détention, regardant Éléonore à travers les barreaux. « Éléonore » appela-t-elle doucement. La femme se tourna, affichant un sourire énigmatique. « Tu sais, Sophie, cette pluie me rappelle la dernière nuit de ma mère. La nuit où elle a choisi de mettre fin à ses jours parce qu'elle ne supportait plus les dettes. Il pleuvait à verse, ce soir-là aussi. Je pleurais devant la maison, espérant que quelqu'un vienne à l'aide. Mais personne n'est venu. Tout le monde a juste regardé, puis est parti. » Sophie agrippa les barreaux. « Je comprends ta douleur, Éléonore. Mais tu dois laisser la justice faire son travail. L'inspecteur Dubois a trouvé des preuves solides contre Lefebvre. Cette fois, il ne s'en sortira pas. » Éléonore eut un petit rire. « Tu crois encore que la justice peut le faire tomber? Il a de l'argent, des relations, du pouvoir. Il peut tout acheter, même la vérité. » Sophie secoua vivement la tête. « Non, tant que je serai là, je ne laisserai pas ça arriver. » Leurs regards se croisèrent. Il y avait de la douleur, de la détermination, et un gouffre immense difficile à combler. De son côté, Lefebvre, détenu dans une salle spéciale, commençait à s'agiter. Il faisait les 100 pas, la sueur coulant à flots. Il savait très bien que les preuves trouvées par Dubois pouvaient détruire sa vie. La panique le rendit téméraire. En silence, il sortit un petit couteau qu'il avait réussi, on ne sait comment, à dissimuler lors de la fouille. « Ils ne doivent pas me faire tomber. »« C'est impossible » se murmura-t-il. Lorsqu'un agent entra pour une inspection de routine, Lefebvre agit rapidement.
Le petit couteau se planta dans le bras de l'agent. Le sang gicla, un cri retentit, et la situation devint chaotique. Lefebvre s'enfuit dans un couloir étroit, bousculant quiconque se trouvait sur son chemin. L'alarme retentit bruyamment. Les gendarmes se précipitèrent de toutes parts. Sophie sursauta en apprenant la nouvelle. « Que se passe-t-il » cria-t-elle. « Lefebvre s'est évadé » répondit un agent, essoufflé. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, et par réflexe, elle se tourna vers la cellule d'Éléonore. La femme se tenait là, calme, un léger sourire aux lèvres. « Je te l'avais dit, non ? La loi ne peut pas le retenir. Il sera libre. » Sophie serra les poings et se mit à courir avec l'équipe qui poursuivait Lefebvre. Dubois se joignit à eux, le visage tendu. Ils suivirent les traces humides sur le sol jusqu'à l'extérieur de la gendarmerie. La poursuite les mena à un vieil entrepôt au bord d'un champ sombre. La pluie tombait toujours à verse, la boue rendant chaque pas difficile. À l'intérieur de l'entrepôt, Lefebvre se cachait, le souffle court. Il tenait le petit couteau, les yeux hagards. Mais soudain, la porte grinça. Ce n'était pas un gendarme qui apparut, mais la personne qu'il craignait le plus. Éléonore. D'une manière ou d'une autre, elle avait réussi à sortir de sa cellule. Lefebvre sursauta, le visage livide. « Toi, comment as-tu » Éléonore avança lentement, les yeux flamboyants. « Nous nous rencontrons enfin, sans barreaux, sans gendarme entre nous. Tu sais que j'attends ce moment depuis des années. » Lefebvre recula, son couteau tremblant dans sa main. « Ne m'approche pas. Si tu oses, je vais. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Éléonore lui saisit le poignet, le tordant violemment jusqu'à ce que le couteau tombe. Ils luttèrent sur le sol poussiéreux, se poussant avec rage et panique. C'est à ce moment que Dubois et Sophie arrivèrent avec plusieurs gendarmes. Ils se tinrent à la porte de l'entrepôt, observant les deux femmes se battre avec la haine étouffante du passé. « Éléonore, arrêtez » cria Dubois. Mais Éléonore ne semblait pas entendre. Elle plaqua le corps de Lefebvre au sol, ses mains se refermant sur son cou. Des larmes coulaient, mêlées de rage. « Ça, c'est pour ma mère. Pour tous ceux que tu as détruits. » hurla-t-elle. Sophie s'avança rapidement, essayant de tirer le corps d'Éléonore. « Assez, Éléonore. Si tu fais ça, tu seras vraiment ce qu'ils disent, une meurtrière sans cœur. » Ces mots firent hésiter Éléonore un instant. Ses mains tremblaient toujours sur le cou de Lefebvre, mais ses yeux rencontrèrent ceux de Sophie. Il y avait du désespoir, de la douleur. Lentement, sa prise se relâcha. Éléonore lâcha enfin. Lefebvre toussa violemment, son corps faible. Sophie serra Éléonore dans ses bras pour l'empêcher de se laisser à nouveau emporter par la colère. Dubois fit signe à ses hommes de maîtriser Lefebvre. Cette fois, l'épreuve était suffisante. Le maire ne pourrait plus s'échapper. Éléonore s'assit, le visage inondé de larmes. Mais quelque chose était différent. Pour la première fois, elle semblait soulagée. « Je ne l'ai pas tué » murmura-t-elle à Sophie. « Peut-être que ma mère serait fière que je me sois arrêtée. » Sophie lui serra la main. « Tu as choisi la bonne voie. » La nuit se termina par 2 arrestations. Le maire Lefebvre fut officiellement inculpé comme principal suspect dans l'affaire de la coopérative frauduleuse. Éléonore Mercier restait poursuivie pour meurtre en série, mais il fut noté qu'elle s'était rendue sans achever son dernier ennemi. Valbelle vit enfin une lueur de justice. Même si elle était venue avec du sang, des larmes et des blessures, pour la première fois, la vérité commençait à faire surface. La salle d'interrogatoire de la gendarmerie fut à nouveau le théâtre d'une tension palpable. La lumière crue des néons éclairait le visage d'Éléonore Mercier, assise, les mains menottées. Son épaule était encore pansée, mais elle se tenait droite, sans montrer de faiblesse. En face d'elle, l'inspecteur Dubois ouvrit un nouveau dossier contenant des preuves supplémentaires découvertes la veille. Il fixa Éléonore. « Vous savez qu'avec tous les témoignages et les preuves que nous avons, il n'y a pas d'autre issue. Vous serez jugée comme une tueuse en série. » Sa voix était calme, mais son regard perçant. Éléonore esquissa un sourire énigmatique. « Peu m'importe le titre que vous me donnerez. Tueuse, bourreau, folle. Rien de tout cela ne change le fait que ma mère est morte à cause de gens avides. » Dubois tapota la table, le ton montant. « Mais 46 vies, Éléonore. C'étaient aussi des êtres humains. Certains étaient peut-être coupables, mais ils n'étaient pas tous les cerveaux de l'affaire. Certains n'ont fait que suivre le mouvement. Méritaient-ils de mourir ?» Éléonore serra les dents, ses yeux devenant rouges.
Ils faisaient tous partie de cette blessure. Ils ont ri de ma mère quand elle a supplié qu'on lui rende son collier. Ils ont réclamé leur dette avec brutalité. Ils ont laissé ma mère tomber sans l'aider. Pour moi, ils étaient tous coupables. Derrière la vitre sans teint, la gendarme Sophie Moreau observait à nouveau. Son cœur était en tumulte. Les mots d'Éléonore étaient comme des coups de couteau. Elle connaissait le sentiment d'abandon, même si ce n'était pas aussi grave que ce qu'Éléonore avait vécu. Elle se murmura à elle-même. Si seulement quelqu'un avait écouté plus tôt, peut-être que tout cela ne serait pas arrivé. Dubois prit une profonde inspiration et sortit les vieux documents de la coopérative. Regardez ça, Éléonore. La preuve des transferts d'argent des villageois vers le compte personnel de Lefebvre. Tout indique clairement que le maire était le principal instigateur. Vous aviez raison depuis le début, mais votre méthode était mauvaise. Éléonore regarda le document, ses lèvres tremblant. Alors, finalement, vous me croyez. Si seulement cette preuve avait été trouvée il y a des années, ma mère ne serait pas morte. Sa voix se brisa, des larmes coulèrent, mais elle les essuya rapidement, durcissant à nouveau son visage. La justice est toujours en retard, inspecteur. Toujours. À ce moment, la porte de la salle s'ouvrit. 2 agents firent entrer Lefebvre, les mains menottées. Le visage pâle, les cheveux en désordre, il fut assis sur une chaise en face. Éléonore se redressa, ses yeux fixant le maire avec un feu de vengeance non encore éteint. Dubois commença la confrontation. Monsieur Lefebvre, vous êtes officiellement inculpé pour l'escroquerie de la coopérative Prospérité Partagée. Des dizaines de villageois ont perdu leurs économies, certains même leur vie. L'une d'entre elles était la mère d'Éléonore. Continuez-vous de nier? Lefebvre baissa la tête, sa voix rauque. C'était une erreur du passé. Je n'ai jamais eu l'intention. Ce n'était qu'une affaire qui a mal tourné. Éléonore siffla de colère. Une affaire qui a mal tourné? Tu appelles ça une affaire qui a mal tourné? Pour moi, c'est un meurtre. Tu as tué ma mère, lentement. Tu l'as laissée être humiliée, poursuivie par les dettes jusqu'à ce qu'elle choisisse de se pendre. Ce n'est pas une affaire qui a mal tourné. C'est un péché dont tu as joui. Lefebvre tremblait, ses larmes coulaient. Je suis désolé. Mais tout est déjà arrivé. À quoi bon maintenant? Éléonore baissa la tête, ses épaules secouées. Pour la première fois, elle ne savait plus quoi dire. Elle pleurait simplement, retenant l'étouffement dans sa poitrine. Sophie, qui observait de l'autre côté de la vitre, faillit verser une larme. Elle voulait entrer, serrer Éléonore dans ses bras et lui dire qu'elle n'était pas seule. Mais elle savait que ce n'était pas sa place. Dubois regarda les deux, puis dit fermement, le tribunal décidera de vos peines. Pas moi, pas Éléonore, pas la vengeance. Seulement la loi. Cette phrase résonna dans la pièce. Éléonore regarda Dubois, ses yeux brillants. La loi. Je ne sais pas si je peux encore y croire. Mais peut-être que pour la première fois, je vais attendre et voir. Sa réponse était faible, presque un abandon. Lefebvre était assis, faible, la tête baissée. Il savait que la porte de la liberté s'était refermée. Toute la corruption de son passé était maintenant exposée. Cette nuit-là, la nouvelle de l'enquête se répandit rapidement. Valbel était en émoi. La radio locale annonça que leur maire était officiellement détenue pour une vieille affaire d'escroquerie. Les habitants se rassemblèrent dans les cafés, discutant du sort de leurs dirigeants. Certains étaient soulagés, d'autres craignaient que leur propre secret ne soit révélé. Dans sa cellule, Éléonore s'assit à nouveau, seule. Sa main serrait la vieille photo de sa mère qu'elle gardait toujours sur elle. Le visage serein d'Isabelle Mercier semblait lui parler. « Ma fille, tu en as assez fait. » Les larmes d'Éléonore coulèrent abondamment. Peut-être que sa mère avait raison. Peut-être que la vengeance n'apportait jamais vraiment de soulagement. Mais derrière tout cela, une grande question restait. La loi pourrait-elle vraiment faire tomber quelqu'un d'aussi puissant que Lefebvre, ou l'argent et l'influence joueraient-ils encore leur rôle en coulisses? Éléonore ferma les yeux, laissant la réponse au temps. Ce matin-là, Valbel était à nouveau animé. Le soleil était à peine levé, mais les rues étaient déjà remplies de murmures. La nouvelle de l'arrestation du maire Lefebvre s'était propagée plus vite que le vent. La radio locale la diffusait en boucle, tandis que les journaux du matin affichaient en gros titres le démantèlement de l'affaire de la coopérative frauduleuse, si longtemps restée secrète. Au café de Madame Dubois, les hommes étaient assis, serrés les uns contre les autres. Des tasses de café noir fumaient sur la longue table en bois. Leur visage était un mélange d'émotions,
colère, soulagement et doute. L'un d'eux, Monsieur Giraud, dit d'une voix forte, « Je l'ai toujours dit, cette coopérative n'était pas une porte de sortie, mais un gouffre. » Lefebvre n'était qu'un escroc. Monsieur Martin, assis à côté de lui, soupira. « Mais n'oubliez pas que beaucoup d'entre nous y ont participé. Nous avons mis de l'argent, nous y avons cru. Ne sommes-nous pas aussi un peu coupables ?» Sa voix grave fit taire la salle un instant. Ils se regardèrent, réalisant que la petite cupidité dans leur cœur avait aussi contribué à l'escroquerie. Pendant ce temps, dans les maisons, les femmes parlaient d'Éléonore. Certaines la voyaient comme un ange vengeur. Une femme murmura, la main devant la bouche, « Sans elle, la corruption du maire n'aurait peut-être jamais été découverte. » Mais d'autres étaient terrifiées. Quoi qu'il en soit, 46 vies ont été perdues. Ce n'est pas rien. Au coin de la rue, quelques jeunes se disputaient vivement. Ils avaient honte que leur village soit maintenant sous les feux des projecteurs nationaux. Les journalistes affluaient, les caméras de télévision balayaient chaque recoin. Valbelle, autrefois si tranquille, était devenu le centre de l'actualité. Un jeune homme dit d'une voix forte, « Si ça continue, la réputation de notre village sera ruinée, nos enfants auront honte. » Mais un autre rétorqua, « Au contraire, c'est le moment de nettoyer le village. Que tous les vieux secrets soient révélés. » À la gendarmerie, Sophie Moreau regardait les notes sur son bureau. Elle venait de recevoir le rapport des agents de garde. Plusieurs habitants étaient venus apporter de nouvelles informations sur l'implication de Lefebvre et d'autres membres de la coopérative. Il s'avérait que bien plus de noms étaient impliqués que prévu. Sophie soupira longuement. Cette affaire ne se résoudra pas en un jour. Il y a trop de choses à découvrir. Elle se tourna vers la cellule où Éléonore était détenue. À travers les barreaux, elle la vit assise, calme, tenant la photo de sa mère. Un léger sourire se dessinait sur son visage. Différent de d'habitude. Sophie se demanda si elle regrettait vraiment ses actes, ou si elle sentait simplement que sa mission était accomplie. Dans les familles des victimes, l'atmosphère était tout aussi lourde. Une vieille femme pleurait en regardant la photo de sa fille, l'une des 46 victimes. Elle dit à voix basse à ses voisins, « Je ne sais pas contre qui être en colère, contre le maire qui nous a trompés, ou contre Éléonore qui a tué ma fille. » Ces sanglots firent taire tous ceux qui étaient présents. Ce jour-là, la mairie, habituellement utilisée pour les réunions, fut soudainement envahie. Les habitants exigeaient des explications de la part des autorités. L'inspecteur Dubois arriva avec quelques gendarmes, le visage sévère, bien qu'il sache que l'atmosphère était très fragile. « Chers concitoyens, je comprends votre colère et votre confusion. Mais croyez-moi, la justice suit son cours. Lefebvre est en détention. Éléonore sera également jugée. Personne ne peut échapper à la vérité. » Des murmures résonnèrent. Quelqu'un cria, « Mais qu'en est-il des victimes ? Qui les remplacera ?» Dubois baissa la tête un instant, puis répondit à voix basse, « Personne ne peut remplacer une vie, mais la vérité doit être établie pour qu'il n'y ait plus de victimes à l'avenir. » Au milieu de la foule, un jeune homme nommé Julien s'avança, le visage marqué par une vieille blessure. « Ma mère a été l'une des victimes de la coopérative. Je ne peux pas pardonner ce maire, mais je ne peux pas non plus accepter la méthode d'Éléonore. Je ne veux pas vivre dans un cercle de vengeance. » Ces paroles firent taire la foule. Certains hochèrent la tête en signe d'accord. Cependant, un vieil homme, Monsieur Fabre, dit d'une voix forte, « S'il n'y avait pas eu Éléonore, qui aurait osé se battre ? Nous étions tous silencieux, nous avions tous peur. C'est elle qui nous a ouvert les yeux. » Ces mots secouèrent l'assemblée. Les habitants étaient divisés. Certains défendaient Éléonore, d'autres la condamnaient. Sophie, qui se tenait à l'arrière, regardait tout cela avec un cœur agité. Elle savait que ce n'était pas seulement une affaire juridique. C'était une blessure collective, un vieux secret qui avait finalement éclaté. Valbelle se trouvait maintenant à un carrefour. Apprendrait-il du passé ou resterait-il piégé dans une nouvelle haine ? Le soir, le village était encore plus tendu. Certains habitants allumèrent des lumières devant leur maison, comme pour chasser l'obscurité. Les enfants n'avaient pas le droit de sortir. Les commerces fermaient plus tôt. Mais derrière les portes closes, les murmures continuaient. Les noms d'Éléonore et de Lefebvre étaient sur toutes les lèvres. Dans sa cellule, Éléonore était allongée, les yeux ouverts. Elle pouvait entendre le bruit de la pluie dehors et les voix lointaines des habitants qui parlaient encore d'elle. Elle sourit amèrement. Pour elle, elle avait fait ce qu'elle avait à faire. Mais elle savait aussi que sa vie ne serait plus jamais la même. Pendant ce temps, dans son bureau, Dubois regardait le tableau d'enquête rempli de notes et de photos.
Il savait que le travail n'était pas terminé. Il y avait encore des nœuds à dénouer. Et derrière tout cela, il sentait un lourd fardeau. Non seulement en tant que gendarme, mais aussi en tant qu'homme devant peser entre la loi et l'humanité. Valbel, cette nuit-là, n'était plus le même. Les vieux secrets avaient été révélés, les vieilles blessures ravivées. Il ne restait plus qu'à attendre pour voir s'ils parviendraient à reconstruire leur vie, ou s'ils seraient détruits par les ombres du passé. Le jour du premier procès arriva enfin. La cour d'assises d'Avignon était bondée de journalistes, d'habitants de Valbel et de familles des victimes. L'atmosphère était tendue depuis le matin. Les rues devant le palais de justice étaient étroitement gardées par la police. Le fourgon cellulaire transportant Éléonore Mercier et Lefebvre arriva, avec un bref coup de sirène. Toutes les caméras se tournèrent vers eux. Les flashs crépitaient comme une pluie de lumière. Éléonore descendit la première. Elle portait une simple chemise blanche, les mains menottées, mais elle marchait d'un pas assuré. Son visage était pâle, mais ses yeux fixaient droit devant, sans crainte. Certains habitants criaient leur colère, d'autres lui lançaient des insultes. Mais il y en avait aussi qui la regardaient avec respect, comme si elle était une héroïne qui avait osé défier l'injustice. Derrière elle, Lefebvre fut escorté, le visage effrayé. Ses cheveux étaient en désordre, son corps tremblait légèrement. Les huées de la foule s'intensifièrent. Des cris d'insultes lui étaient adressés. Escroc. Mère avide. Tu as volé l'argent du peuple. L'agitation grandit, au point que la police dut renforcer les barrières pour éviter une émeute. Dans la salle d'audience, l'atmosphère n'était pas moins électrique. Le président de la cour était assis sur son estrade, flanqué de 2 juges assesseurs. Le procureur était prêt avec ses piles de dossiers. Les avocats de la défense étaient assis en face. Éléonore fut placée sur le banc des accusés à gauche, Lefebvre à droite. Seuls quelques pas les séparaient, mais le fossé de haine entre eux semblait infranchissable. Le président ouvrit l'audience d'une voix ferme. Nous commençons aujourd'hui l'examen de l'affaire de meurtre en série, avec pour accusé Éléonore Mercier, ainsi que de l'affaire d'escroquerie en bande organisée, avec pour accusé M. Lefebvre. Toutes les parties sont priées de maintenir l'ordre. Le procureur lut l'acte d'accusation en premier. Sa voix forte remplit la salle. Éléonore était accusée d'avoir ôté la vie à 46 femmes de manière préméditée. Toutes les victimes avaient un lien avec la coopérative Prospérité Partagée. Le procureur souligna que le mobile de la vengeance ne pouvait justifier le meurtre. Chaque vie était sacrée. Éléonore écouta sans expression, ses yeux s'embrouillant parfois de larmes lorsque les noms des victimes étaient cités un par un. Le silence se fit dans la salle à chaque fois que la liste était lue. Les familles des victimes pleuraient à chaudes larmes. Certaines s'évanouirent même, incapables de supporter la douleur. Puis ce fut le tour de l'accusation contre Lefebvre. Le procureur lut les preuves des flux financiers de la coopérative vers ses comptes personnels. Il y avait des signatures, des reçus, et les témoignages de dizaines de villageois qui avaient été contraints de verser de l'argent. Lefebvre baissa la tête, son visage devenant de plus en plus pâle. Il secouait la tête à plusieurs reprises, mais était incapable de prononcer un mot. Lorsque le président donna la parole à Éléonore, elle parla enfin. Sa voix était calme, mais ses paroles secouèrent l'assemblée. Je ne regrette pas mes actes. Je n'ai fait qu'exécuter ce que la loi n'a pas réussi à faire. Ma mère s'est pendue à cause de l'escroquerie de la coopérative. Je me souviens encore de cette nuit, son corps suspendu, froid. Pendant que les gens du village ne faisaient que regarder, sans aider. J'ai juré de me venger. Si je suis considérée comme une meurtrière, alors je l'accepte. La salle devint bruyante. Certains pleuraient, d'autres criaient leur soutien, d'autres encore la condamnaient. Le président dut frapper plusieurs fois de son marteau pour ramener le calme. Puis ce fut le tour de Lefebvre. Sa voix tremblait. J'ai eu tort, mais je n'étais pas seule. Il y avait d'autres administrateurs. Je n'ai jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Je voulais juste que la coopérative fonctionne. C'est une affaire qui a mal tourné, pas une escroquerie. Ses larmes coulaient à flots, mais la plupart des gens dans la salle n'étaient pas émus. Pour eux, ces mots n'étaient que de vaines excuses. La gendarme Sophie Moreau était assise sur le banc des témoins avec l'inspecteur Dubois. Ils témoignèrent du processus d'enquête, de la découverte des corps dans le bassin aux preuves de l'implication de Lefebvre. Sophie resta silencieuse un long moment avant de répondre à une question du président. Elle dit à voix basse, « Je ne peux pas défendre les actes d'Éléonore, mais je ne peux pas non plus ignorer le fait que sans elle, cette affaire n'aurait peut-être jamais été découverte. » Ces mots firent à nouveau gronder la salle.
Le président rappela tout le monde au calme, mais il était clair que l'opinion publique était divisée. Certains voyaient Éléonore comme un bourreau de sang-froid, d'autres comme une victime contrainte de devenir coupable. À l'extérieur du palais de justice, la foule s'échauffait de plus en plus. Des banderoles aux messages contradictoires étaient déployées. Certaines portaient l'inscription « Peine de mort pour Éléonore », tandis que d'autres la soutenaient avec des slogans comme « Éléonore, héroïne de la justice ». La police était sur le qui-vive, craignant des émeutes. Ce jour-là, l'audience fut ajournée, avec un calendrier fixé pour entendre d'autres témoins. Le président souligna que le processus serait long et complexe. Mais une chose était claire, cette affaire n'était pas seulement une question de meurtre ou d'escroquerie. C'était une question de blessures anciennes, de confiance, et de la manière dont la loi et la justice étaient perçues par la société. Le soir, les nouvelles du procès remplissaient les écrans de télévision nationaux. Les visages d'Éléonore et de Lefebvre étaient partout. Des experts juridiques débattaient en studio, tandis que les habitants de Valbelle restaient figés devant leurs écrans. Dans sa cellule, Éléonore entendit à nouveau la pluie. Elle ferma les yeux, serrant la photo de sa mère. En son fort intérieur, elle murmura « Maman, je suis allée jusqu'au bout. Peu importe ce qui arrivera, je ne suis plus seule. Le monde sait maintenant ce qu'ils t'ont fait. » Ses larmes coulèrent, mais cette fois, il y avait un vague sentiment de soulagement. Le soleil matinal éclairait doucement Valbelle, mais le cœur des habitants restait assombri par l'affaire qui secouait leur communauté. Les audiences se succédaient à Avignon, devenant un spectacle national qui captivait l'attention. Les noms d'Éléonore Mercier et du maire Lefebvre semblaient omniprésents dans les médias. Au petit café de Madame Jeanne, quelques femmes étaient assises, sirotant leur thé chaud. Elles discutaient du dernier jour du procès. L'une d'elles murmura « J'ai pitié d'Éléonore. Elle a eu tort, c'est sûr, mais mon cœur me dit qu'elle n'est qu'une victime des circonstances. » Une autre secoua la tête. « Tort reste tort. 46 vies ont été fauchées. Aucune raison ne peut justifier cela. » Des débats de ce genre avaient lieu partout. Valbelle était divisée. Certains soutenaient Éléonore, d'autres la condamnaient. Mais tous s'accordaient sur une chose, le passé ne pouvait plus être caché. Tout le monde savait maintenant à quel point la coopérative frauduleuse avait laissé des blessures profondes. De leur côté, les familles des victimes luttaient toujours contre le deuil. Chaque soir, des prières collectives étaient organisées dans les maisons. Les noms des victimes étaient cités un par un. Des bougies étaient allumées, des larmes coulaient. Ils essayaient de se renforcer mutuellement, convaincus que les âmes de leurs proches trouvaient maintenant la paix. La gendarme Sophie Moreau assistait souvent discrètement à ces prières. Elle ne s'asseyait pas au premier rang, mais restait à l'arrière, la tête baissée. Son cœur était un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que la vérité commençait à émerger, tristesse parce que le prix à payer était trop élevé. Pendant ce temps, l'inspecteur Dubois travaillait d'arrache-pied pour s'assurer que les preuves contre Lefebvre étaient solides. Il savait que l'argent pouvait acheter la liberté. Il ne voulait pas que l'histoire se répète. Il passait de longues nuits au bureau, lisant des documents, écoutant des témoignages, préparant l'accusation. Il s'était promis que cette fois, la justice devait vraiment prévaloir. Dans sa cellule, Éléonore passait ses journées en silence. Plus de sourires froids, ni de regards pleins de colère. Il ne restait qu'un visage fatigué, comme si elle avait déversé toute sa vengeance. Chaque nuit, elle regardait la photo de sa mère. Des larmes coulaient, mais cette fois, ce n'était pas par haine, mais par nostalgie. Elle murmurait « Maman, enfin, ils connaissent ton nom. Il n'est plus perdu. » Le jour du verdict arriva. Le palais de justice était bondé. Des milliers de personnes se pressaient sur le parvis. La police était postée à chaque coin. Éléonore et Lefebvre étaient à nouveau assis sur le banc des accusés. Le président lut le long jugement. Lefebvre fut déclaré coupable d'escroquerie et condamné à plusieurs années de prison. La salle gronda. Certains villageois pleurèrent de soulagement. Puis vint le tour du verdict pour Éléonore. Le préside la déclara coupable de meurtre en série. Cependant, il tint également compte de son passé, du traumatisme subi, et du fait qu'elle s'était arrêtée avant de tuer le maire Lefebvre. Le verdict tomba enfin, réclusion criminelle à perpétuité. La salle resta silencieuse un instant. Certains villageois crièrent leur déception, estimant qu'Éléonore méritait la peine de mort. Mais d'autres pleurèrent d'émotion, estimant que le jugement était juste. Pour eux, Éléonore n'était pas seulement une coupable, mais aussi la voix qui avait révélé l'obscurité. Éléonore baissa la tête, acceptant le verdict sans protester.
Elle esquissa même un léger sourire. Pour elle, ce verdict n'était pas une fin, mais la conclusion d'un long voyage de sang et de larmes. Après le procès, Sophie s'approcha d'elle un instant avant qu'elle ne soit emmenée vers le fourgon cellulaire. Sa voix tremblait. « Éléonore, je ne sais pas si tu en es consciente, mais ce que tu as fait a ouvert les yeux de beaucoup de gens. Notre village sait maintenant qui a raison et qui a tort. » Éléonore la regarda doucement. « Merci, Sophie. Je sais que tu voulais m'arrêter, mais au final, c'est toi qui m'as fait m'arrêter. Je te dois une fière chandelle. » Le fourgon s'éloigna du palais de justice. Éléonore regarda par la petite fenêtre. Le ciel d'Avignon était d'un orange flamboyant cet après-midi-là. Le même que le ciel de Valbelle le jour de l'enterrement de sa mère. Ses larmes coulèrent à nouveau, mais cette fois, elles semblaient plus légères. Valbelle commença lentement à se relever. Le bassin d'irrigation, autrefois rempli de cadavres, fut à nouveau exploité. Les villageois récitèrent une prière avant de semer de nouvelles graines. Ils voulaient panser leurs blessures par le travail et la solidarité. Les enfants recommencèrent à jouer dans les rues, même si leurs parents leur rappelaient encore d'être prudents. Les commerces rouvrirent, le marché reprit vie. Mais dans le cœur de chacun, le nom d'Éléonore Mercier restait gravé, rappelant que la vengeance pouvait tout brûler. Un soir, la gendarme Sophie Moreau était assise au bord d'un champ, regardant les étoiles. Elle se remémora tout ce qui s'était passé, des cris des villageois découvrant les corps à la nuit de tension à la mairie. Elle se murmura à elle-même, la vie laisse toujours des cicatrices. Mais ce qui nous différencie, c'est la manière dont nous les guérissons. L'histoire d'Éléonore Mercier devint une amère leçon pour tout le village. La justice ne peut être rendue par la vengeance, et la loi ne doit plus jamais s'endormir. Les habitants savaient désormais que le silence